Maurice arriva pâle et défait, les yeux rouges et gonflés, la poitrine oppressée. Le départ de ses parents lui avait causé une douleur profonde, malgré la promesse de sa mère de revenir dès qu'il y aurait une amélioration dans la santé de son grand-père. Quand il vit François et Christine qui accouraient au-devant de lui, il sourit. Un éclair de joie illumina son visage. Il hâta le pas pour les joindre plus vite. Dans son empressement, une de ses jambes accrocha l'autre, et il tomba tout de son long par terre. Aussitôt, un flot de sang s'échappa de sa bouche. Une veine s'était rompue dans sa poitrine. François et Christine coururent à lui pour le relever. Et malgré leur frayeur, ils n'en témoignèrent aucune, de peur d'effrayer Maurice. « Va chercher papa », dit François à l'oreille de Christine, qui partit comme une flèche. « Christine, mon père, venez vite. Maurice vomit du sang. François le soutient. Monsieur de Nancé, se levant. Où sont-ils? Christine, dans l'allée à l'entrée. Monsieur de Nancé, va vite appeler ta bonne, ma chère enfant, qu'elle apporte ce qu'il faut. » Isabelle, en entendant le récit de Christine, prit une fiole d'eau de Pagliari, en versa une cuillerée dans un verre d'eau et se hâta d'arriver près de Maurice, auquel elle fit boire la moitié de cette eau. Quelques instants après, il but l'autre moitié, et le vomissement du sang, qui avait déjà diminué, s'arrêta tout à fait. Isabelle obligea Maurice à se mettre au lit, malgré sa résistance. Il témoignait un tel chagrin d'être séparé de ses amis François et Christine que M. de Nancé lui promit de les lui amener pourvu qu'il parlât le moins possible, ce que Maurice promit avec joie. M. de Nancé ne tarda pas à ramener ses enfants. Maurice, François, Christine, mes chers, mes bons amis, je suis bien malade, je le sens. Je suis trop malheureux. J'ai demandé au bon Dieu de me faire mourir. François, ô Maurice, que dis-tu? Tu veux donc nous quitter? Tu ne nous aimes donc plus? Maurice, c'est parce que je vous aime trop que je suis malheureux. Je voudrais être toujours avec vous, et je vous vois si peu. Je voudrais être avec maman et papa, et les voilà partis. Je voudrais que mon frère m'aimât, et il ne me témoigne que de l'indifférence. Toi, François, et toi, chère et bonne Christine, si vous pouviez être mon frère et ma sœur, mais vous ne l'êtes pas. Je voudrais que vous m'aimiez de telle sorte que vous n'aimiez que moi, et cela aussi est impossible. Monsieur de Nancé, Maurice, vous parlez trop, je vais renvoyer vos amis si vous continuez. Maurice, pardon monsieur, je ne dirai plus rien. François et Christine s'assirent près du lit de Maurice et cherchèrent à le distraire en causant avec monsieur de Nancé de leurs projets d'hiver et de l'été prochain. Ils mêlaient toujours Maurice à leurs projets, pensant lui faire plaisir. Il souriait tristement. À la longue, une larme, qu'il retenait, coula le long de sa joue. François. Maurice, tu pleures? Souffres-tu? Qu'as-tu? Maurice. Je ne souffre que d'une grande faiblesse. Je pleure parce que je vous aurais quitté depuis longtemps quand le printemps arrivera. Monsieur de Nancé. Pourquoi? Si votre bonheur et votre santé dépendent de votre séjour chez moi, je ne serai pas assez cruel pour vous renvoyer, mon pauvre garçon. Maurice, ce n'est pas ce que je veux dire, monsieur. Je crois que je n'ai plus longtemps à vivre. François, Maurice, ne pense donc pas à des choses si tristes. Maurice, mes bons amis, le peu d'affection que m'a témoigné mon frère, le départ de maman et de papa, que je croyais ne jamais quitter dans l'état où je suis, la crainte de mourir loin d'eux, sans les revoir, sans recevoir leur bénédiction, sans les embrasser, tout cela me tue. Depuis longtemps je me sens mourir, et je le cache à mes parents. Je les regrette amèrement, et pourtant je suis heureux d'être ici, parce que je veux mourir bien pieusement, et vous m'y aiderez. Vous êtes tous si bons, si pieux. Chez moi, personne ne prie, personne ne parle du bon Dieu, personne n'a l'air d'y penser. Monsieur de Nancé, ajouta-t-il en joignant les mains, ayez pitié de moi. Je voudrais faire ma première communion comme l'a faite François, et je ne sais comment la faire. Je ne sais rien, je ne sais même pas prier. Ayez pitié de moi. Dites, que dois-je faire? Monsieur de Nancé sortit,
emmenant François et Christine qui pleuraient et qui envoyèrent à Maurice un baiser d'adieu, auquel il répondit par un sourire. « Le croyez-vous bien malade, papa » dit François avec anxiété. « Monsieur de Nancey, je ne sais, mon ami. Il est possible qu'il voie juste en se croyant près de sa fin. Il est extrêmement changé et affaibli depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui, son visage est très altéré. Le départ de ses parents l'a beaucoup affligé. François. Pauvre Maurice. Et moi qui ne l'aimais pas? Christine. Et moi donc? Mais nous allons le soigner comme si nous l'aimions tendrement. N'est-ce pas, François? François. Oh oui, et je l'aime réellement à présent. Il me fait trop pitié. Christine. Je suis comme toi, et je crois que je l'aime. Quand le médecin arriva, il traita légèrement le vomissement de sang de Maurice. Il l'attribua à sa chute et pensa que ce serait un bien pour le fond de la santé. Il engagea Maurice à se lever, à manger, à sortir, à faire enfin ce que lui permettraient ses forces. Monsieur de Nancey lui demanda pourtant d'écrire à monsieur et à madame de Cibran pour les avertir de l'accident arrivé à leur fils. Lui-même leur en raconta tous les détails en ajoutant l'opinion du médecin et promit de les avertir de la moindre aggravation dans l'état de Maurice. Cette consultation rassura tout le monde, excepté Maurice lui-même, qui persista à vouloir hâter sa première communion. Monsieur de Nancey, n'y voyant que de l'avantage et ayant reçu de monsieur et madame de Cibran l'autorisation de céder à ce qu'il croyait être une fantaisie de malade, fit venir tous les jours un prêtre pieux et distingué pour donner à Maurice l'instruction religieuse qui lui manquait. Monsieur de Nancey lui-même développa, par son exemple et par ses paroles, la foi et la piété de Maurice. François lui racontait les pieuses impressions de sa première communion et, un mois après son entrée chez monsieur de Nancey, Maurice faisait aussi sa première communion avec les sentiments les plus chrétiens et les plus résignés. La faiblesse avait insensiblement augmenté, au point qu'il se soutenait difficilement sur ses jambes. Mais le médecin n'en concevait aucune inquiétude et attendait une guérison complète au retour du printemps. Peu de jours après sa première communion, il fut pris d'un nouveau vomissement de sang. Monsieur de Nancey s'empressa d'écrire à monsieur et à madame de Cibran, en ne dissimulant pas sa vive inquiétude. Le vomissement de sang ne put être complètement arrêté. Et plusieurs fois dans la matinée, il reprit avec violence. La faiblesse de Maurice augmentait d'heure en heure. Dans l'après-midi, il demanda François et Christine. « François, bon et généreux François, dit-il, je ne veux pas mourir sans te demander une dernière fois pardon de ma méchanceté passée. Ne pleure pas, François. Écoute-moi, car je me sens bien faible. Quand je ne serai plus, prie pour moi. Demande au bon Dieu de me pardonner. Aime-moi mort comme tu m'as aimé vivant. Ton amitié a été ma consolation dans mes peines. Elle a sauvé mon âme en me ramenant à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon François, et qu'il te rende le bien que tu m'as fait. Et toi, Christine, ma bonne et chère Christine, qui m'as aimé comme un frère, comme un ami, ta tendresse, tes soins ont fait le bonheur des derniers mois de ma triste et pénible existence. Que Dieu te récompense de ta bonté, de ta charité, de ta tendresse. Que Dieu te bénisse avec François. Puisses-tu ne jamais le quitter pour votre bonheur à tous deux et celui de votre excellent père. Oh, monsieur de Nancey, mon père en Dieu, mon sauveur, je vous aime. Je vous remercie. Ma reconnaissance est si grande que je ne puis l'exprimer comme je le voudrais. Que Dieu, en un nouveau vomissement de sang interrompit Maurice. François et Christine, à genoux près de son lit, pleuraient amèrement. Monsieur de Nancey était vivement ému. Maurice revint à lui. Il demanda monsieur le curé, que monsieur de Nancey avait déjà envoyé prévenir, et qui entrait. Maurice reçut une dernière fois l'absolution et la sainte communion. Il demanda instamment l'extrême-onction qui lui fut administrée. Depuis ce moment, un grand calme succéda à l'agitation et à la fièvre. Il pria monsieur de Nancey
dans le cas où ses parents arriveraient trop tard, de leur faire ses tendres adieux et de leur exprimer ses vifs regrets de n'avoir pu les embrasser avant de mourir. Dites-leur aussi que j'ai été bien heureux chez vous, que je les bénis et les remercie de m'avoir permis de venir mourir près de vous. Dites-leur qu'ils aiment François et Christine pour l'amour de moi. Dites-leur que je meurs en les aimant, en les bénissant, que je meurs sans regret et en bon chrétien. Adieu, adieu à maman. Il baisa le crucifix qu'il tenait sur sa poitrine, et il ne dit plus rien. Ses yeux se fermèrent, sa respiration se ralentit, et il rendit son âme à Dieu avec le sourire du chrétien mourant. Monsieur de Noncé avait fait éloigner ses enfants avec Isabelle pour éviter l'impression de ses derniers moments. Lui-même ferma les yeux du pauvre Maurice et resta près de lui à prier pour le repos de son âme. Le lendemain, de grand matin, Monsieur et Madame de Cibran, inquiets et tremblants, entraient précipitamment chez Monsieur de Noncé. Il leur apprit, avec tous les ménagements possibles, la triste et douce fin de leur fils. Le désespoir des parents fut effrayant. Ils se reprochaient de n'avoir pas deviné le danger, de l'avoir abandonné le dernier mois de son existence, de l'avoir laissé mourir dans une famille étrangère. Ils demandèrent à voir le corps inanimé de leur fils, et là, à genoux près de ce lit de mort, ils demandèrent pardon à Maurice de leur aveuglement. « Mon fils, mon cher fils, s'écria la mère, si j'avais eu le moindre soupçon de la gravité de ton état, je ne t'aurais jamais quitté. Plutôt perdre toute ma fortune et la dernière bénédiction de mon père que le dernier soupir de mon fils. » Ils restèrent longtemps près de Maurice, sans qu'on pût les en arracher. Monsieur de Noncé se rendit près d'eux et parvint à leur rendre un peu de calme en leur parlant de la douceur, de la résignation de Maurice, de sa tendresse pour eux, des efforts qu'il avait faits pour dissimuler ses souffrances, dans la crainte de les inquiéter et de les chagriner. Il leur parla de sa piété, des sentiments profondément religieux qui lui avaient tant fait désirer sa première communion. Isabelle les rassura sur les soins qu'il avait reçus, sur la tendresse que lui avaient témoignée Monsieur de Noncé, François et Christine. Elle leur redit toutes ses paroles, toutes ses recommandations, et enfin, elle leur représenta si vivement la triste vie qu'il était destiné à mener, et ses propres terreurs devant les misères et les humiliations qu'il pressentait, qu'ils finirent par comprendre que sa fin prématurée était un bienfait de Dieu qu'il avait pris en pitié. Les jours suivants, Monsieur de Noncé éloigna le plus possible les enfants de ces scènes de deuil. Paolo contribua beaucoup à distraire François et Christine de l'impression douloureuse qu'ils avaient ressentie. Que voulez-vous, mes chers enfants? Le pauvre signor Maurice est mort comme je mourrai, comme vous mourrez, comme le signor de Noncé mourra un jour. Voulez-vous qu'il vive avec les jambes crossues? Ce n'est pas juste, ça, puisqu'il était horrible. Pourquoi voulez-vous qu'il vive horrible? Ce n'est pas utile, ça, puisqu'il est heureux avec le bon Jésus et les petits anges. Pourquoi voulez-vous qu'il reste à Noncé ou à Cibran, à gémir, à crier « Mon Dieu, faites que je meure !» Christine, c'est égal, Paolo. Ça me fait de la peine qu'il ne soit plus là. Paolo, ça n'est pas juste. Pourquoi voulez-vous une si grande fatigue pour la signora Isabella et pour votre cher papa qui se relevait la nuit pour voir ce pauvre garçon? Et moi donc, qui vous voyais tous misérables et qui avait les leçons toutes dérangées. Pas de musique aujourd'hui, Paolo. Maurice me demande de rester. Pas de géographie, Paolo. Maurice veut jouer aux cartes. Il s'ennuie. Vous croyez que c'est juste, ça? Que c'est agréable de voir mes pauvres élèves ainsi dérangés? Et puis, tant d'autres choses que je ne veux pas dire. Christine, quoi donc, Paolo? Dites qu'est-ce que c'est? Mon cher Paolo, dis que nous. Paolo, eh bien, je vous dirai que ce pauvre signor Maurice vous empêchait de vous promener, de jouer, de courir, de causer, et que vous étiez si bon, si gentil pour lui.
Écoutez bien ce que dit Paolo. Non pas parce que vous aviez de l'amour pour ce garçon, mais parce que vous aviez de l'amour pour le bon Dieu, et que vous êtes tous les deux bons, charmants et charitables. Est-ce vrai ce que se dit, François? Chut, Paolo, pour l'amour de Dieu, dites pas ça, ne le dites à personne. Paolo, content. Et on pourrait bien le dire à Signor de Nancy. François, à personne, personne. Je vous en prie, je vous en supplie, mon bon Paolo. Paolo, hésitant. Moi, je veux bien, mais... Christine, le jurez-vous? Jurez, mon cher Paolo. Je le jure, dit Paolo en étendant les bras. À force de raisonnements pareils, Paolo finit par les distraire. Monsieur de Nancy était obligé à de fréquentes absences pour les obsèques du pauvre Maurice, et pour venir en aide aux malheureux parents. Aussitôt après l'enterrement, Monsieur et Madame de Cibran retournèrent à Paris, où ils avaient leur fils Adolphe et toute leur famille. À Nancy, on reprit la vie habituelle, tranquille, occupée, uniforme et heureuse. Pourtant, la mort du pauvre Maurice attrista pendant longtemps leurs soirées d'hiver qui ont suivi. L'été suivant ramena Monsieur et Madame Desormes et la bande joyeuse et dissipée que Monsieur de Nancy continua à éviter. Leurs relations avec Christine ne furent ni plus tendres ni plus fréquentes. Ils semblaient avoir entièrement abandonné leur fille à Monsieur de Nancy. Cette position bizarre dura quelques années encore. Christine arriva à l'âge de 16 ans et François à 20. Christine était devenue une charmante jeune personne. Son caractère et son esprit avaient tout le charme de sa personne. L'infirmité de François, qui leur faisait éviter les nouvelles relations et fuir les réunions élégantes du voisinage, avait donné à Christine les mêmes goûts sérieux et le même éloignement pour ce qu'on appelle plaisir dans le monde. Une fois, il les avait forcés à aller à une petite soirée de feux d'artifice et d'illumination chez Madame de Guibert. Mais Christine avait tant souffert de l'abandon dans lequel on laissait François, des regards moqueurs qu'on lui jetait, des ricanements dont il avait été l'objet, qu'elle demanda instamment à Monsieur de Nancy de ne plus l'obliger à subir ses corvées. « Comme tu voudras, ma fille. Je croyais t'amuser. C'est François qui m'a demandé de te procurer quelques distractions. François est bien bon et je l'en remercie, mon père. Mais je n'ai pas besoin de distractions. Je vis si heureuse près de vous et près de lui que tout ce qui change cette vie douce et tranquille m'ennuie et m'attriste. Monsieur de Nancy, j'ai en effet remarqué hier que tu étais triste, mon enfant, et que tu ne prenais plaisir à rien. Toi, toujours si gai, si animé. Tu ne parlais pas, tu souriais à peine. Christine, comment pouvais-je être gai et m'amuser, mon père, pendant que François souffrait et que vous partagiez son malaise? Je n'entendais autour de moi que des propos méchants. Je ne voyais que des visages moqueurs ou indifférents. Ici, c'est tout le contraire. Les paroles sont amicales. Les visages exprimentent la bonté et l'amitié. Non, cher père, je voudrais ne jamais sortir d'ici. Monsieur de Nancy avait compris le tendre dévouement de sa fille. Il n'insista pas et l'embrassa en lui rappelant que sa mère revenait le lendemain. « Il faut que j'aille la voir, dit-il. »« Christine, faut-il que j'y aille avec vous, mon père ?» Monsieur de Nancy, « Non, mon enfant. Tu sais qu'elle défend tes visites au château. »« Je n'en suis pas fâchée, dit Christine en souriant. Quand elle me voit, c'est toujours pour me gronder. Je resterai avec François, toujours bon, toujours aimable. » Monsieur de Nancy alla voir Monsieur et Madame Desormes. Il leur représenta qu'il était obligé de mener son fils dans le Midi pour sa santé et pour d'autres motifs, qu'il était impossible qu'il emmenât Christine avec lui, et que, malgré le vif chagrin que leur causerait à tous cette séparation, il la jugeait absolument nécessaire. Madame Desormes, je ne peux pas la reprendre, Monsieur de Nancy. Que ferais-je d'une grande fille comme Christine? Je ne saurais pas m'en occuper. La diriger, elle courrait risque d'être fort mal élevée. Monsieur de Nancy, ce ne serait pas impossible, madame, si vous ne vous en occupez pas. Mais il faut que vous preniez un parti quelconque,
car enfin, Christine a 16 ans et elle est votre fille. Madame Desormes, elle est bien plus à vous qu'à nous. Christine n'a jamais eu de cœur, et c'est ce qui m'en a détaché. D'abord et avant tout, je ne veux pas d'elle chez moi. Ma maison n'est pas montée pour cela. Et mon genre de vie ne lui conviendra pas. Monsieur de Nancy. Alors, madame, me permettrez-vous un conseil dans votre intérêt à tous? Madame Desormes. Oui, oui, donnez vite. Monsieur de Nancy. Mettez-la au couvent pour 2 ou 3 ans. Madame Desormes. Parfait. Admirable. Mais pas à Paris. Je ne veux absolument pas la voir à Paris. Monsieur de Nancy. Le couvent des dames Sainte-Clotilde, qui est à Argentan, est excellent, madame. Madame Desormes. Très bien. C'est arrangé. N'est-ce pas, monsieur Desormes? Vous donnez, comme moi, plein pouvoir à monsieur de Nancy? Monsieur Desormes, plus que jamais sous le joug de sa femme, consentit à tout ce qu'elle voulut. Et monsieur de Nancy rentra chez lui le cœur plein de tristesse pour annoncer à ses enfants la fatale nouvelle de leur séparation. Au retour de sa visite, monsieur de Nancy fit venir François et Christine. « Qu'avez-vous, mon père » dit Christine en entrant. « Vous êtes pâle et vous semblez triste et agité. »« Je le suis en effet, mes enfants, car j'ai une fâcheuse nouvelle à vous annoncer. » Monsieur de Nancy se tut, passa sa main sur son front, baissa la tête avec tristesse. « Mes enfants, mes pauvres enfants, notre bonne et heureuse vie est finie. Il faut nous séparer. Ma Christine, tu vas nous quitter. » Christine. Avec effroi. « Vous quitter? Vous quitter? Vous, mon père? Toi, mon frère? Non, jamais. » Monsieur de Nancy. Il le faut pourtant, ma fille chérie. Ta mère te met au couvent, parce que moi, je suis obligée de mener François finir ses études dans le Midi, et que je ne puis t'y mener avec moi. Ma mère me met au couvent? Ma mère m'enlève mon terre, mon frère, mon bonheur, s'écria Christine en tombant à genoux devant monsieur de Nancy. Ô mon père, vous qui n'avez sauvé tant de fois, sauvez-moi encore, gardez-moi avec vous. Mon père, dit Christine, mon père, votre chagrin, vos larmes, les premières que je vous ai jamais vu répandre, me disent assez qu'une volonté plus forte que la vôtre dispose de mon existence et me voue au malheur. J'obéirai, mon père. Je ne serai plus heureuse que par le souvenir. Je penserai à vous, à votre tendresse, à votre bonté, à mon cher, mon bon François. Je vous aimerai tant que je vivrai, de toute mon âme, de toutes les forces de mon cœur. J'ai été, grâce à vous deux, heureuse pendant 8 ans. Si je ne dois plus vous revoir, j'espère que le bon Dieu aura pitié de moi, qu'il ne me laissera pas longtemps dans ce monde. François, mon frère, mon ami, n'oublie pas ta Christine, qui eût été si heureuse de consacrer sa vie à ton bonheur. François ne répondit que par ses larmes aux tendres paroles de Christine. « Comment pourrais-je vivre sans toi, ma Christine ?» lui dit-il enfin, en la regardant avec une tristesse profonde. « Christine, la vie n'a qu'un temps, cher François. » Et, se penchant à son oreille, elle lui dit bien bas, « Ayons du courage pour notre pauvre père, qui souffre pour nous plus que pour lui-même. » François lui serra la main et fit un signe de tête qui disait oui. « Mon père, dit Christine, mon père, le bon Dieu viendra à notre secours. Il nous réunira peut-être. Qui sait si cette séparation n'est pas pour notre bonheur à venir? Monsieur de Nancy, que Dieu t'entende, ma chère fille bien-aimée, qu'il nous réunisse un jour pour ne jamais nous quitter. » Le courage de Christine excita celui de François. Quand monsieur de Nancy vit ses enfants plus calmes, son propre chagrin devint moins amer. Il entra dans quelques détails sur leur existence future, encore animée par l'espoir de la réunion. « Christine, quand j'aurai 21 ans, mon père, je pourrai disposer de moi-même. Je viendrai alors chercher un refuge près de vous, et nous jouirons d'autant mieux de notre bonheur que nous en aurons été privés pendant 5 ans. »« 5 ans !» s'écria François. « Oh, Christine, serons-nous réellement 5 ans séparés ?» Monsieur de Nancy. « Qui sait ce qui peut arriver, mon ami? Peut-être nous retrouverons-nous bien plus tôt. Christine, vous m'écrirez bien souvent, n'est-ce pas? Mon père, n'est-ce pas, François? François, tous les jours.
Un jour mon père, et moi l'autre. Christine, et moi de même, si on me le permet à ce couvent, on y est peut-être très sévère. Monsieur de Nancy. Non, ma fille. La supérieure est une ancienne amie de ma femme. Elle est excellente et te donnera toute la liberté possible. C'est pour cette raison que j'ai indiqué ce couvent à ta mère, de peur qu'elle ne te plaçât dans quelque maison inconnue et éloignée. Ici, du moins, tu auras ta tante de Sémiane, qui revient à la fin de l'année, après une absence de 6 ans. Christine. Oui, mon père. Gabrielle m'a écrit que ma tante était tout à fait remise depuis les 2 ans qu'elle a passés à Madère. Et vous, mon père, vous serez bien loin avec François? Monsieur de Nancy. Dans le Midi, cher enfant, près de Pau, où François finira ses études. Nous reviendrons dans 2 ans avec le bon Paolo, que j'emmène. Christine. Bon Paolo, lui aussi? Plus personne. Monsieur de Nancy. Isabelle seule te restera, ma fille. Et nos cœurs seront toujours près de toi. Le jour du départ de Christine, les adieux furent déchirants. Monsieur de Nancy voulut la mener lui-même au couvent, mais François restait au château avec Paolo. Monsieur de Nancy fut obligé d'arracher la malheureuse Christine d'auprès de François pour la porter dans la voiture. Monsieur de Nancy soutint sa fille presque inanimée, la tête appuyée sur l'épaule de son père. Christine sanglota longtemps. La désolation de Monsieur de Nancy lui fit retrouver le courage qu'elle avait momentanément perdu. Quand Monsieur de Nancy fut de retour, il trouva François et Paolo pâles et silencieux. François se jeta dans les bras de son père, qui le tint longtemps embrassé. Monsieur de Nancy, partons, partons vite, mon cher enfant. Ce château sans Christine m'est odieux. François. Oh oui, mon père, il me fait l'effet d'un tombeau. Le tombeau de notre bonheur à tous. Les chevaux étaient mis, les malles étaient chargés. Les domestiques étaient d'une tristesse mortelle. Personne ne put prononcer une parole. La voiture roula, s'éloigna et disparut. La tristesse et la désolation régnèrent à Nancy comme au cœur des maîtres. Le voyage se fit et s'acheva rapidement. Mais ni l'aspect d'un pays nouveau, ni les agréments d'une habitation charmante, ni les distractions d'un nouvel établissement ne purent dissiper la morne tristesse de François et de Monsieur de Nancy.